Une traduction homérique, c'est notre une francophone. Il fallait oser donner une nouvelle version de l'Odyssée, une traduction sonore qui claque. C'est la vôtre, Emmanuel Lascou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philologue et docteur en grec ancien. L'Odyssée, avec vous, ça donne ça. Muse, dis-moi l'homme au détour, l'homme aux ruses qui connut tant d'errance, à peine achevé le saccage de Troie, la cité sainte. Tous les gens dont il vit les villes, dont il sonda les pensées, tous les coups, tous les revers qu'il essuya sur la mer et dans le cœur, tout pour rester en vie et ramener ses compagnons. C'était il y a quelques jours à la Maison de la Poésie avec le comédien Pierre Beau. L'Odyssée, rappelons-le, c'est cette épopée grecque antique attribuée à Homère, qu'il aurait composée après l'Iliade vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Vous dites que la langue d'Homère est intraduisible et donc, logiquement, vous êtes lancé dans une traduction, c'est ça? Alors, je ne suis ni le premier à avoir relevé le gant, ni le dernier, bien entendu. On dit, c'est pas moi qui le dis, qui l'ai inventé, que la langue d'Homère est intraduisible parce que c'est une langue qui n'a jamais été parlée. C'est une langue, d'une certaine manière, produite de l'art, du premier art littéraire. Et c'est une langue qui est faite de dialectes différents. C'est une langue qui fait sonner le grec de toute provenance à l'époque, époque archaïque. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est beaucoup plus cette forme sonore du grec ancien. Et on va y venir dans un instant. Je vous propose, parce qu'il y a une traduction qui est celle de Philippe Jacotet en 1955, qui est une référence. On va comparer les deux versions avec ces vers du chant 13, Zeus rassure et Rabrou Poséidon. Version de 1955, écoutez bien. Voyons, que dis-tu là, puissant ébranleur de la terre, les dieux ne te méprisent point, il serait bien grossier d'outrager le plus vénérable et le meilleur de tous. Voilà pour 1955. On passe à votre version, à misère. Vous l'avez? Oui. Allez-y. Ah, misère, monsieur tout-puissant, toi, le maître des séismes, que vas-tu me chanter là? Les dieux? Te déshonorer? Mais non, c'est faux. Comment voudrais-tu qu'ils fassent? Entre les deux versions, rien à voir. Est-ce que vous avez peur de choquer les puristes? Non, parce que si j'avais peur de choquer les puristes, je ne me serais pas lancé là-dedans. Si vous permettez, je vais vous faire entendre la manière dont je restitue le grec ancien sur ces deux vers. J'allais y venir, mais c'est... allons-y. Parce qu'on va peut-être comprendre mieux finalement à l'oreille. O popoi, nosigai eurustenes, ho yone wepes. O tisatimas dositeoi, kaleponde keneye. Évidemment, ma manière de dire le grec ressemble à ma manière d'interpréter Zeus en français. Et donc, sans tout décortiquer, pour aller très vite, ce qui m'intéresse dans cette plasticité du vers homérique, c'est qu'il y a des montées, il y a des descentes, il y a des découpes, il y a tout un tas de choses qui sont un peu étrangères, si vous voulez. Vous êtes musicien, vous aussi. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire de cette langue quelque chose aussi de plus mélodique, de plus scandé, de plus chanté? Oui, dans la traduction, absolument. Il y a une volonté de rendre hommage à ce que les Grecs n'arrêtent pas de dire. Platon en parle tout le temps, tous les Grecs en parlent depuis le début, même Homère. La voix, c'est l'essentiel. La parole, c'est du chant. Alors on ne sait pas exactement comment il faisait, mais c'est cette oralité un peu directe qui m'a encouragé à effectivement faire tomber quelques murs, sauter quelques haies, renverser quelques barrières, on va dire. L'idée aussi de moderniser un petit peu le texte, de le dépoussiérer? Alors, la poussière, c'est très beau en archéologie. Les sites sont pleins de terre et de poussière, donc je ne méprise pas du tout la poussière. De toute façon, qu'on fasse comme je procède ou différemment, tous les 40, 50 ans, voire 100, voire moins, eh bien, traduire s'impose. D'accord? Alors là, j'ai essayé évidemment de me démarquer de ce qui existe depuis 1647, la première traduction des débuts de l'Odyssée de Jacques Pelletier-du-Mans. Voilà. Mais surtout de tenir compte, je suis moi-même prof évidemment, et je fais des stages de diction avec des enfants, des jeunes, etc. Est-ce que justement cette oralité que vous introduisez dans le texte, est-ce que ça accroche mieux ceux qui ne connaîtraient pas ce texte, qui est quand même un texte un petit peu intense, qui est assez long, qui est assez exigeant? Et qui supposerait une édition comme elles sont faites, une édition avec des notes. Moi j'ai pris le pari, et d'ailleurs j'ai publié dans une collection qui est une collection de fiction contemporaine, sans aucune note. Donc il fallait aider le lecteur. Il faut lui tenir la main.
il faut parfois un peu développer, un peu gloser, mettre, des booms, des cracks, des patatras, mais ça c'est un petit peu pour le bruitage, si vous voulez. Et vous vous adressez aussi aux lecteurs. On a l'impression que vous êtes un conteur plus qu'un traducteur peut-être. Ça c'est peut-être pour revenir à ce dont on sait que l'Aède était, c'est-à-dire quelqu'un qui interagit en permanence avec le public, comme un griot africain, comme dans toutes les traditions populaires encore vivantes de par le monde, si vous voulez. Pour conclure, on pense à cette polémique récente sur la traduction en néerlandais des poèmes de la poétesse américaine Amanda Gorman. Oui. Est-ce qu'on peut traduire Homère si on n'est pas un grec du 8e siècle avant Jésus-Christ? Je crois que la réponse est dans la question. Bien entendu, il faut toujours. Et traduire, c'est transporter ailleurs, dans un ailleurs qui est aussi le nôtre. Et ce texte comme ça reste vivant, selon vous? Est-ce que c'est aussi votre volonté? Bien sûr, mais on revient toujours à Homère. Homère pour toujours, Emmanuel Lascaux, merci. Je rappelle que vous êtes donc le traducteur de cette nouvelle version de l'Odyssée. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. À très bientôt.